Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 5 stratégies pour surmonter la dépression. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et comme d'habitude dans ces épisodes, dans cette émission, je vous propose de découvrir des stratégies qui vont nous faire grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de ce que vous pouvez faire, vous donner 5 stratégies pour surmonter la dépression. Alors peut-être que certaines des choses que je vais dire dans cette vidéo, si vous souffrez de dépression, peut-être que vous allez les ressentir un petit peu comme un peu rentre dedans, un peu comme peut-être un coup de pied au derrière, mais ça peut vous être très utile. Alors je ne vais pas tomber dans les traditionnels, faites plus de sport, prenez des oméga 3, on sait que ce sont des choses qui sont importantes, qui peuvent aider. Ce que j'aimerais parler ici aujourd'hui avec vous, c'est de certaines stratégies que nous avons utilisées cliniquement avec des gens qui souffrent de dépression et qui sont vraiment efficaces pour aider ces personnes-là. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de ces 5 stratégies, j'aimerais vous donner un petit peu un contexte pour la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Et en fait, j'étais en train de lire un article qui a été publié par un chercheur qui s'appelle John Reed dans la revue Psychiatry Research en 2014. Je suis tombé récemment sur cet article et en fait, il mesurait les effets secondaires des médicaments contre la dépression, qui sont la plupart du temps des médicaments inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Et puis, on sait que ces médicaments, premièrement, ils ne sont pas énormément efficaces. Il y a de nombreuses études qui ont montré que près de 75% de l'efficacité du médicament, il est en fait dû à un effet placebo et non pas à la molécule elle-même. Et puis que ces médicaments, ils ont aussi des effets secondaires assez importants au niveau physique. On sait que ça peut amener à une prise de poids, on sait que ça peut déclencher des nausées, etc. Mais dans cette étude-là, il parlait en fait des effets secondaires émotionnels et interpersonnels. Et c'est un sujet en fait qui m'intéressait parce que nous, dans notre travail, une partie du travail que l'on fait, c'est un travail de prise de conscience par le corps pour les personnes qui souffrent de tout un spectre de problématiques. Et une des approches que l'on utilise, c'est une approche qui va aider les gens finalement à se reconnecter à eux-mêmes, à se recentrer, à relâcher leur tension physique et leur tension émotionnelle. Et puis ce qu'on a remarqué dans ce travail-là, c'est que les gens qui étaient sur antidépresseurs avaient en fait beaucoup plus de difficultés à se recentrer, à se reconnecter à eux-mêmes. Et j'ai vraiment l'impression que finalement ce médicament déconnecte un petit peu les gens d'eux-mêmes et que la plupart du temps, lorsqu'ils se sentent mieux, c'est pas parce qu'ils vont vraiment mieux, c'est parce que ça les met un petit peu dans un état second comme ça et qu'ils ne sentent plus vraiment autant leur souffrance, alors que dans les tissus, cette souffrance, elle est toujours présente sous forme de mémoire. Alors je voulais juste partager avec vous, donc ils ont pris un groupe en Nouvelle-Zélande avec 1829 patients à l'intérieur et leur ont posé des questions sur 20 effets secondaires différents qui touchaient à la sphère émotionnelle et à la sphère interpersonnelle. Et 62% des patients ont reporté avoir des difficultés sexuelles depuis qu'ils prenaient ces médicaments, c'est-à-dire une diminution de la libido et même des troubles lors de l'acte sexuel en raison de ces médicaments. Ça veut dire 2 personnes sur 3 vont être affectées dans leur vie intime à cause de ces médicaments. 52% des gens reportaient ne plus se sentir comme eux-mêmes. Okay. Et ça, moi, quand j'entends ce genre de choses, on a l'impression que c'est des choses un petit peu soft, un petit peu vagues comme ça, mais c'est très très inquiétant. Okay. Quand vous avez une molécule qui altère la biochimie au point qu'une personne sur 2 ne se sent plus être elle-même, pour moi c'est quelque chose de très très inquiétant. 42% disent avoir une réduction
des sensations positives. Alors, je ne sais pas comment ça peut aider si vous prenez un médicament qui est supposé vous faire vous sentir mieux et que vous avez moins de sensations positives. C'est un peu difficile d'imaginer comment ça aide. 40% des gens, 39% des gens reportaient se préoccuper moins des autres. Okay? C'est-à-dire beaucoup plus centrés sur eux-mêmes, moins dans l'aspect de service et de contribution. Et puis 55% des gens ont reporté avoir des symptômes de sevrage. Et paradoxalement, 82% des gens disaient avoir été aidés par ce médicament. Donc on voit que c'est vraiment intéressant cette forme de paradoxe de dire oui, ça aide ma dépression, mais en même temps je me sens moins positif, ça me déconnecte des autres, j'ai plus de problèmes dans ma vie intime. Okay? Donc je trouvais vraiment très intéressant, ça nous montre à quel point il faut pouvoir trouver des solutions qui sont efficaces pour au maximum pouvoir éviter de devoir passer par cette chimie. Alors, dans ces stratégies, je vous en ai présenté 5, il y en a 3 qui vont être biologiques, qui sont vraiment fondamentales, parce que ça va être difficile d'aller travailler, je dirais, sur l'aspect émotionnel, psychologique, si vous n'avez pas une bonne fondation. Hein, c'est un petit peu comme si vous avez un psychologue qui doit recevoir un patient, à chaque fois que le patient il arrive, il est complètement ivre, et il ne va pas pouvoir faire son travail. Ça va être très difficile d'aller aborder ces notions plutôt mentales, psychologiques, si vous avez votre système nerveux qui est complètement inflammé, par exemple, ou toxique. Donc, les 3 premières stratégies sont biologiques. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que, si vous lisez la littérature scientifique sur ce qui se passe vraiment au niveau du cerveau, on a tendance à penser que cette dépression, c'est une carence en neurotransmetteurs, c'est une carence en sérotonine, entre autres, parce que la grande majorité des médicaments qui sont donnés aujourd'hui, ce sont des médicaments qui vont inhiber la recapture de la sérotonine. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça va influencer en fait le fonctionnement de ces neurotransmetteurs. Donc, parce que ces médicaments aident là, l'hypothèse c'est qu'on a cette carence en neurotransmetteurs. Mais en fait, ce qui se passe vraiment si vous lisez les études, c'est que dans la dépression, il y a essentiellement 2 zones au niveau du cerveau qui perdent leur activation. La première, c'est le cortex frontal, et la deuxième, c'est une partie plus spécifique de ce cortex frontal qu'on appelle le gyrus singulaire antérieur. Et ces zones, lorsqu'elles se désactivent, lorsqu'elles ne sont plus activées comme elles devraient, eh bien c'est ce qui va donner ce sentiment de dépression. Donc, ce qui est très important, si vous voulez pouvoir surmonter votre dépression, c'est de mettre en place des stratégies qui vont pouvoir aider à rebooster ces zones. Alors, première des stratégies que l'on va devoir aborder parce qu'elles ont un lien direct justement avec ces zones, la capacité à ces zones de s'activer, c'est de voir ce qui se passe au niveau du stress. Okay? Au niveau du stress. Si vous êtes déprimé, il n'y a pas un patient que l'on a pris en charge qui avait été diagnostiqué avec dépression qui n'était pas sous un niveau de stress très très important. Et ce niveau de stress, eh bien, il va falloir le déterminer. Alors il y a plusieurs moyens de le déterminer. La première des choses, quand vous êtes sous stress, eh bien, vous allez avoir un certain nombre de réactions hormonales, et notamment vos glandes surrénales, qui sont de petites glandes qu'on trouve au niveau des reins, elles vont produire ce qu'on appelle du cortisol. Alors dans une première phase, lorsque vous êtes sous stress, ce cortisol, il peut augmenter. Et puis, si vous restez dans cet état de stress prolongé, au bout d'un moment, ces glandes vont avoir la peine à produire ce cortisol, et ce cortisol va commencer à diminuer. Les deux vont être problématiques. Et puis ensuite, il y a une autre notion qui est aussi très problématique, c'est que ce cortisol, il a une variation au travers du cycle des 24 heures, ce qu'on appelle une variation ou un rythme circadien. Et typiquement, ce cortisol, il doit être le plus élevé le matin vers 6 heures, ce qui va nous aider à nous réveiller, et puis ensuite diminuer au fur et à mesure de la journée pour être le plus bas le soir quand on va se coucher. Si vous avez ce rythme qui est perturbé, bien tout d'un coup, votre cortisol, il va commencer de faire un pic, par exemple à 4 heures du matin, et tout d'un coup, hop, vous vous réveillez le matin. Donc, un des symptômes typiques de savoir si vous avez cette composante de stress, et comme je vous l'ai dit, dans la majorité des cas, les gens l'ont, eh bien, c'est de savoir comment est votre sommeil. Donc, on ne va plus se focaliser juste sur les symptômes de dépression, mais sur le reste de votre hygiène de vie. Comment va votre sommeil? Si vous avez des difficultés à vous endormir, hein, que vous avez ce syndrome, ce qu'on appelle
tired but wired, c'est-à-dire que vous êtes fatigué, mais en même temps vous êtes tellement agité que vous n'arrivez plus à vous endormir, c'est un signe de stress. Si vous réveillez la nuit, surtout vers 3-4 heures du matin, c'est que vous avez cette composante de stress. Et ce stress, c'est pas juste une question de dire « Oh, vous êtes stressé, il faut faire quelque chose », il faut pouvoir aller le mesurer cliniquement. Et pour ça, deux moyens qui sont excellents, la variabilité cardiaque, qui est une mesure de l'équilibre du système nerveux neurovégétatif, qui a deux branches, le sympathique, le parasympathique, pour voir exactement où vous en êtes au niveau de ce stress. Et puis l'autre, c'est des mesures de cortisol salivaire. Donc c'est important que si vous avez une prise en charge, qu'on ne focalise pas juste sur l'aspect psychologique, mais sur l'aspect biologique et cette notion de stress. Parce que dès le moment où vous êtes dans cette activation de stress, ça va avoir un impact sur ces zones du cortex frontal. Okay? Deuxième aspect ici dedans, c'est des problèmes, ce qu'on appelle de dysglycémie. Et cela, c'est des problèmes de régulation du glucose ou du sucre dans votre sang. Dès le moment où vous mangez, ça va augmenter le glucose dans le sang. Ce glucose, c'est une source de fuel pour notre cerveau. Notre cerveau utilise énormément d'énergie, il consomme quasiment 20% de toute l'énergie du reste du corps, et donc c'est important qu'il ait un afflux constant de glucose. Maintenant, la dysglycémie, c'est quand vous commencez d'avoir des variations dans ce glucose sanguin. Vous pouvez passer soit en hyperglycémie, soit en hypoglycémie. Et puis, il y a un lien très direct, c'est pour ça que je les ai mis ensemble, entre ces deux. C'est-à-dire que dès le moment où vous perdez cette régularité dans le glucose sanguin, vous partez notamment en hypoglycémie, eh bien, votre corps va générer une réaction de stress. Donc, on trouve très souvent des gens chez qui la dépression, elle fluctue au travers de la journée en fonction de ces fluctuations de glucose sanguin. Elle va pouvoir stabiliser ça. Une fois qu'on est capable de stabiliser ça, très très important, ça nous donne vraiment un avantage clinique très important. D'ailleurs, si vous avez des problèmes la nuit, très souvent aussi, ce qui se passe, c'est que certaines personnes, elles sont hypoglycémiques, elles mangent régulièrement dans la journée, et puis tout d'un coup, entre 7 heures le soir et puis 7 heures le lendemain matin, elles ne mangent plus rien, donc elles entrent en état hypoglycémique, le corps décharge du cortisol pour compenser, et puis ça les réveille pendant la nuit. Donc de nouveau, ces réveils nocturnes, ça peut être un signe de dysglycémie. Si vous avez des problèmes de glycémie, un symptôme très simple pour le savoir, c'est qu'est-ce qui se passe dans la relation avec la nourriture. Si vous avez une bonne régulation du glucose sanguin, l'alimentation ne devrait pas provoquer de fatigue ou de changement dans vos niveaux d'énergie. Donc si vous commencez d'être fatigué parce que vous n'avez pas mangé ou qu'il y a 4 heures entre les repas et puis au bout de 3 heures vous commencez d'être fatigué, d'avoir ces envies de sucre, okay, c'est que vous êtes dans un schéma hypoglycémique. Si vous avez toujours ces besoins de sucre, notamment après les repas, eh bien c'est des signes aussi de dysglycémie. Si vous avez ces envies irrésistibles de sucre le soir, avant d'aller dormir, après le repas du soir, c'est que vous êtes dans ce schéma dysglycémique. Si vous avez des coups de pompe après les repas, c'est que vous avez ces problèmes de dysglycémie et il faut absolument les aborder. Okay? Deuxième aspect qui est totalement important, c'est les aspects de circulation sanguine. Okay? Alors, de nombreux thérapeutes vont recommander des suppléments pour ces dépressions. Si votre circulation sanguine, si votre cerveau n'est pas bien irrigué, ben, tous ces suppléments ne vont pas être livrés aux endroits où ils devraient aller. Alors une question fondamentale à vous poser, c'est est-ce que vous avez des changements de température au niveau des extrémités? Si vous avez les mains froides, tendance à avoir les mains froides ou les pieds froids, ben, c'est que vos extrémités ne sont pas bien irriguées. Et si vous pensez ce qui se passe au niveau du sang, le sang va être pompé par le cœur, ça va monter, et pour pouvoir aller dans les extrémités, ben, dans les bras ça doit monter un peu puis ensuite descendre. Pour les jambes, ça descend directement. Donc ça veut dire qu'on n'a pas une bonne circulation. Mais pensez à votre cerveau maintenant. Ça doit monter encore plus haut pour être irrigué. Donc si vous n'avez même pas une bonne circulation dans les extrémités, ça veut dire que votre cerveau lui-même n'est pas bien irrigué. Et il va falloir absolument travailler là-dessus. Et nous, on trouve très certainement facilement 30-40% des gens qui sont en dépression. Un des facteurs majeurs, c'est ce problème de circulation sanguine. Et il faut absolument l'aborder. Il y a des manières de faire de l'exercice, ce que j'appelle des brain boosters, de le faire à certains moments dans la journée, à une certaine intensité, ce qui va améliorer la production d'une molécule qu'on appelle l'oxyde nitrique endothélial, qui aide les vaisseaux à se dilater, qui permettent une meilleure
irrigation sanguine dans tout le corps et notamment le cerveau. Et ça, pour les personnes qui ont cette problématique-là, lorsqu'on met en place ces stratégies-là, souvent des choses magiques interviennent. Ensuite, troisième aspect ici dedans, c'est l'inflammation. Okay? Si vos tissus sont inflammés, ça va être très très difficile pour vos neurones de fonctionner comme ils doivent. Ils vont ralentir et ça va désactiver ces zones frontales. Donc s'il y a de l'inflammation, elle peut venir de différentes sources. Elle peut venir du lien de notre intestin, elle peut venir d'infections cachées, etc. S'il y a de l'inflammation, eh bien ça va être très très difficile pour vous de pouvoir surmonter votre dépression. Alors il y a un test très simple qu'on appelle une CRP. Vous pouvez demander à votre médecin de le faire et c'est très fascinant. Il y a des études qui montrent que si votre CRP est au-dessus de 3, donc c'est un marqueur inflammatoire, en médecine, on considère la norme, ça dépend des laboratoires, mais en dessous de 5. Un médecin, lui, il se préoccupe de ce genre de choses lorsque vous avez une infection, parce que ça peut monter à 20, 30, 40, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il y a de la micro-inflammation, en fait. Il y a des études qui montrent que si votre CRP est en dessous de 3 et que vous avez une dépression, vous oubliez les médicaments. C'est-à-dire que les médicaments ne vont pas fonctionner, et ça, la littérature scientifique, elle est très claire là-dessus. Si vous ne répondez pas aux médicaments, si les médicaments ne vous aident pas au niveau de votre dépression, mesurez cette CRP. Et si elle est au-dessus de 3, ça va vous donner la réponse de pourquoi, parce que la littérature est très claire. En dessus de 3, avec une micro-inflammation au-dessus de 3, les médicaments ne sont plus efficaces, et il faut venir travailler sur cette inflammation. Okay? Une fois qu'on a mis ces choses en place, eh bien, on va pouvoir travailler sur deux autres stratégies qui sont un petit peu plus mentales, psychologiques. La première, c'est de réaliser que la dépression, c'est aussi un symptôme d'un manque d'alignement, si vous voulez, avec notre hiérarchie de valeurs. Alors, nous avons tous des choses qui sont très très importantes pour nous. Si vous ne connaissez pas votre hiérarchie de valeurs, tapez dans YouTube Yannick Pauly, comment déterminer ces valeurs. Je vais vous montrer comment déterminer votre hiérarchie de valeurs, ce qui est très très important pour nous. Alors, ce qui se passe, c'est aussi simple que ça. Lorsque vous avez quelque chose qui est très très important pour vous et que vous faites cette chose-là, eh bien, vous allez vous sentir bien. Okay? Si dans votre vie, pour une raison ou pour une autre, vous ne suivez pas vos valeurs parce que vous avez laissé injecter les autres leurs valeurs dans votre vie, eh bien, que vous faites des choses qui sont beaucoup plus basses sur cette liste ici, eh bien, vous allez commencer à vous sentir mal. Vous allez vous juger, vous allez avoir de la colère. Et un des symptômes, la personne qui a développé ce modèle, le docteur Demartini, il appelle ça les A, B, C, D de la négativité. C'est-à-dire que si, dans votre vie, vous ne faites pas ce qui est extrêmement important pour vous, et que, pour une raison ou pour une autre, parce que vous êtes laissé influencer par le monde extérieur, vous faites des choses qui ne sont pas très importantes, vous allez développer ces ABCD de la négativité, et l'un des D, eh bien, c'est la dépression. Okay? Donc la dépression, nous on le voit souvent chez les gens avec qui on travaille, c'est aussi un signe que la personne ne vit pas selon ses valeurs, n'est pas en train de vivre selon ses valeurs les plus élevées. Donc c'est un mécanisme de feedback, c'est une forme de baromètre. Okay. Et puis tant que vous ne changez pas et tant que vous n'êtes pas capable de vivre selon vos valeurs, eh bien, ce symptôme est toujours présent. Donc finalement, l'idée ici, ce n'est pas qu'il y a besoin de traiter ce symptôme-là, c'est de prendre ce symptôme comme un feedback, comme un baromètre que l'on n'est pas aligné dans ses valeurs. Et lorsque vous pouvez commencer de mettre en place une vie qui respecte vos valeurs, de vivre dans vos valeurs, eh bien, ce symptôme, ce signal disparaît lui-même. Okay? Et puis, cinquième stratégie, eh bien, et ça c'est une chose que l'on a remarqué que l'on doit travailler chez la majorité des gens, c'est aussi issu des travaux du docteur John Demartini, c'est que la plupart des gens, ils sont en dépression parce qu'ils comparent la réalité de leur vie à une forme d'illusion qu'ils ont de comment leur vie devait être. Donc si vous comparez tout le temps une fantaisie, okay, que vous avez une image de comment la vie devrait être, parce que vous avez certaines croyances, parce que vous avez laissé injecter certaines valeurs, et que vous comparez constamment votre vie actuelle à cette fantaisie, eh bien c'est normal que vous soyez déprimé. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, il faut prendre conscience de cette image, de cette fantaisie que l'on a, et que l'on est toujours en train de comparer sa réalité à cette fantaisie-là. Et ce qu'il faut faire, c'est commencer
de développer de la gratitude pour ce que l'on a déjà et pas tout le temps vouloir vivre dans cette fantaisie. Et ça passe par le développement de la gratitude, ça passe par le développement de la conscience, qui sont des choses que l'on peut travailler. Ce sont des muscles, ce sont des outils que l'on peut entraîner, et donc on peut faire un travail là-dessus. Donc voici les 5 stratégies pour pouvoir surmonter cette dépression, parce que comme je vous l'ai dit, c'est essentiel que l'on puisse vous faire fonctionner normalement dans la vie de tous les jours, avec engagement, sans être dépendant de médicaments. On sait qu'aujourd'hui, on commence de médiquer à tout va. Près d'une personne sur 10 est diagnostiquée avec une dépression, elle doit prendre des médicaments. Chez certains groupes, comme les femmes de 25 à 35 ans, c'est même 1 sur 4. Donc on voit que c'est terrifiant de penser que simplement pour pouvoir fonctionner dans la vie de tous les jours, une quantité telle de personnes ont besoin d'une béquille chimique. Donc avec ces stratégies-là, il y en a bien évidemment d'autres, mais c'est important de pouvoir les mettre en place pour vous aider à surmonter cette dépression et puis finalement apprécier toute la beauté, toute la magie de la vie. Okay? Donc moi, laissez des commentaires si vous avez des questions. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.